Edmund Husserl, disparu juste avant la Seconde Guerre mondiale, est à l'origine de l'une des plus grandes révolutions philosophiques du XXe siècle. Il est le pionnier de la phénoménologie, une méthode de pensée révolutionnaire qui vise à faire de la philosophie une science rigoureuse et qui prône un retour aux choses mêmes. Retourner aux choses mêmes, c'est revenir à notre expérience immédiate et concrète. Revenir aux données de notre propre conscience, sans interprétation ou filtrage. Mais pourquoi retourner aux choses mêmes? Selon Husserl, notre intelligence est prise dans une alternative ruineuse. D'un côté, un relativisme où la vérité semble dépendre uniquement des opinions, de l'autre, un positivisme qui limite la vérité à ce qui peut être prouvé scientifiquement. À propos de l'amour, par exemple, certains diront que son sens dépend de l'opinion de chacun, les autres chercheront dans les sciences exactes le sérieux qui manque au bavardage ordinaire. Or, cette science, par la méthode même qu'elle emploie, ne s'en tient qu'aux données calculables. Elle ne sait rien de notre expérience intime, ne peut rien dire de notre vie même. Elle peut étudier objectivement l'amour en examinant ses processus biochimiques, mais non pas en saisir la signification vécue. Husserl est préoccupé par cette séparation entre le savoir et la vie, entre la science et l'humanité. Selon lui, cette science n'a plus rien à nous dire, ne peut plus nous éclairer, nous guider pour comprendre le sens des choses, le sens de nos existences. Cette déconnexion nous condamne aujourd'hui à une intelligence froide et réductrice, pour laquelle un baiser amoureux n'est jamais qu'un bombardement de particules, ou une relation érotique qu'un besoin de se reproduire. Quand nous observons notre monde, est-ce que nous voyons autre chose qu'un univers matériel gouverné par des lois mécaniques? Et quand nous nous regardons, est-ce que nous nous concevons autrement que par notre identité de classe ou nos traits psychologiques? Notre rapport à la vérité est malade, notre intelligence est brouillée. Ce qui inquiète Husserl, à une époque troublée par la montée du nazisme, est la biologisation du discours sur l'homme qui tend à le réduire à des gènes, à une race. L'aveuglement est total et annonce les pires atrocités. Husserl en appelle à un sursaut de l'esprit. Il nous faut ouvrir les yeux en nous réinstallant dans la relation vivante et concrète que nous avons avec le monde, avec la vie, avec les autres. Il nous faut retourner aux choses mêmes. Mais comment? Ce retour aux choses mêmes peut se résumer en deux principes qui nécessitent la pratique de la réduction. En cuisine, la réduction consiste à intensifier les saveurs en évaporant l'eau. De la même façon, la réduction chez Husserl implique de laisser dans l'esprit, tel le fond d'une casserole, uniquement les éléments pertinents, c'est-à-dire concrets et essentiels. Mettons cela en pratique. Retourner aux choses mêmes, c'est d'abord revenir à l'expérience, rien que l'expérience, ce que Husserl appelle une réduction phénoménologique. La mission du phénoménologue est de s'enraciner dans le concret, d'éviter les discours abstraits et de retourner à une expérience directe. Cela signifie de décrire l'amour tel qu'il se révèle à celui qui le ressent, tel qu'il se présente à sa conscience. Ainsi, pour comprendre ce que signifie « aimer », il importe de rendre compte de ce que nous savons et sentons quand nous sommes amoureux, de ce que cela nous fait d'être amoureux, de ce que cette expérience et elle seule nous donne à vivre, à éprouver et à comprendre. Mais comment faire? Pour répondre à cette exigence, Husserl préconise la pratique de l'époquée, une suspension ou mise entre parenthèses de tous les préjugés ambiants. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que nous pensons ou croyons de l'amour, mais ce que nous en vivons réellement. Nous nous concentrerons uniquement sur les éléments expérientiels, en laissant de côté ceux que les manuels de biologie, notre imagination romantique ou même la pornographie peuvent nous inciter à croire. L'amour est-il animé d'un idéal sublime ou se réduit-il à un instinct de reproduction? Plutôt que de spéculer sur de telles questions, décrivons cette expérience avec un regard neuf, dénué de tout préjugé ou idée préconçue, comme si c'était la première fois. Retourner aux choses mêmes, c'est ensuite revenir à l'essentiel, rien que l'essentiel, ce que Husserl appelle une réduction eidétique. Pour ne pas sombrer dans une simple collection d'anecdotes personnelles, Husserl nous invite non pas à raconter notre expérience, mais à la penser, c'est-à-dire à en saisir les traits essentiels, nécessaires et invariables. Ce qui compte, ce n'est pas de dire « ce que moi je vis de l'amour », avec mes peurs, mes joies et mes peines, avec tout ce bric-à-brac psychologique qui m'est propre, mais de comprendre en quoi ce que je vis, c'est bien de l'amour et pas autre chose.
Ce que l'amour nous fait se distingue de ce que nous faisons de l'amour, qui dépend de nos histoires personnelles, de nos dispositions psychologiques. Une description est considérée comme pertinente si elle parvient à fournir une compréhension de l'amour si fondamentale que n'importe qui, indépendamment de son contexte temporel, culturel, historique ou psychologique, peut y reconnaître sa propre expérience. Ce qui présuppose que nous ne puissions pas dire de l'amour tout et n'importe quoi, qu'il y ait en l'amour, comme en toute expérience humaine, une forme invariable, un noyau de sens constant. Mais comment faire? Comment trier ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas? Husserl nous invite à recourir à la pratique de la variation imaginaire. Plutôt que de nous fier aux seuls faits disponibles, toujours limités, susceptibles d'une généralisation abusive, nous devons penser à toutes les situations imaginables pour séparer ce qui est vraiment important dans une histoire d'amour des détails sans importance. Nous n'avons pas besoin d'être à Venise ou d'être hétérosexuels pour aimer. Cependant, prétendre aimer, juste pour un week-end ou déclarer « je t'aime beaucoup » va à l'encontre de ce que l'amour signifie et exige. L'amour ne va pas sans engagement total. Sans délai ni degré, nous aimons ou nous n'aimons pas, que nous soyons prêts à l'admettre ou non, que nous en soyons capables ou pas. La méthode phénoménologique nous offre ainsi les moyens de saisir plus profondément le sens de la vie, de l'homme, de la nature ou de la société. Elle a exercé une influence significative sur divers domaines tels que la géographie, la psychiatrie ou l'écologie.